à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette table ronde autour de la thématique du journalisme et de la communication. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Anatole Chouard, Paloma Moritz et Adi Rassi. Anatole qui est vulgarisateur scientifique, notamment sur YouTube, sur sa chaîne YouTube chez Anatole. Paloma qui est journaliste et directrice du pôle écologie du média indépendant Blast. Et Adi Rassi qui est comédien et acteur notamment sur la chaîne YouTube Amis des lobbies. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour moi, c'est ma première animation de table ronde, donc c'est un peu la classe quand même. Non, merci, très bien. Très mignon. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de la thématique du journalisme et de la communication mis au service des enjeux écologiques et sociaux. Donc Paloma, Adi et Anatole, vous êtes de celles et ceux qui ont choisi de vulgariser, d'informer, d'expliquer et d'alerter autour de la situation. Et vous êtes de celles et ceux qui ont pris le temps de mettre en forme l'information, en fait, pour nous, finalement. Et de mettre en forme cette information pour faire passer des messages qui sont aujourd'hui essentiels pour persuader et pour convaincre autour de l'urgence climatique et de l'inaction politique notamment. Donc aujourd'hui, moi j'avais une question, c'est pas ma première question, mais c'est pour introduire encore. C'est comment permettre aux gens d'emprunter la voie de l'émancipation et de la compréhension lucide du monde dans lequel nous vivons. Donc aujourd'hui, vous avez choisi d'informer et vous avez choisi de le faire avec un angle d'approche différent. Puisque toi, Anatole, c'est plutôt un ton scientifique que tu vas employer. Toi, Paloma, un ton plutôt journalistique et Adi, un ton plutôt humoristique. Donc voilà, on a 3 angles d'approche qui sont hyper intéressants. Donc voilà, pour vous lancer, je vous propose de vous présenter plus en détail et de nous dire pourquoi vous avez choisi ce ton et voilà cette voix. Bon, on va faire comme ça. Ouais. Bonjour tout le monde, moi je suis ravi d'être là. Alors donc j'ai une chaîne de vulgarisation scientifique et pourquoi j'ai lancé ça? Parce qu'en fait j'ai été un petit peu biberonné à la vulgarisation. Enfin biberonné on va dire, YouTube c'était à peu près dans les années collège, lycée, j'ai commencé à consommer beaucoup de vidéos de vulgarisation scientifique, j'étais de formation scientifique, mais l'étincelle, elle est arrivée par des chaînes, au début c'était des chaînes anglo-saxonnes, comme Minute Physics, Veritasium, je ne sais pas si ça parle à certains, des chaînes scientifiques, et à partir de là, quand j'avais un cours, alors peut-être que je ne comprenais pas tout à la relativité générale en 5 minutes de vidéo sur YouTube, mais au moins il y avait l'étincelle, il y avait la passion, et ça m'a permis d'être plus intéressé une fois que j'étais en cours. Et après, je me suis dit, ok, j'ai fini mes études, qu'est-ce que je veux faire? J'ai plus trop envie d'être consommateur de ces vidéos-là, j'ai envie d'être acteur. Donc je me lance dans un sujet qui me semblait le plus utile en sciences. Donc je suis parti sur l'environnement et je fais maintenant des vidéos de 10-15 minutes sur les rapports du GIEC, rapports Meadows, limites planétaires, etc. À chaque fois un format assez court pour expliquer graphique scientifique à l'appui. Et maintenant je fais aussi des conférences pour que ce soit en vidéo et en vrai aussi, c'est très important, je pense. Bonjour Rennes. J'avais envie de dire ça. Apparemment, il y a eu des concerts qui ont été dans cette salle. Merci d'être là à 9h30, mon Dieu. Enfin bon, ça va, c'est pas si tôt que ça. Moi, je m'appelle Paloma Moritz, je travaille pour un média indépendant qui s'appelle Blast, qui s'est créé en mars 2021 avec cette idée que, en fait, les médias sont de plus en plus concentrés et ont tendance à ne pas forcément faire le pari de l'intelligence des citoyens et des citoyennes. Et je dis ça, c'est un euphémisme. Et donc, l'idée de Blast, c'était vraiment de créer un média qui permette de prendre du recul sur l'actualité, qui permette de traiter l'actualité autrement et aussi de prendre de la hauteur de façon générale. Alors moi, je m'occupe principalement de l'écologie à Blast, mais je m'occupe aussi parfois des sujets politiques ou beaucoup des sujets qui sont liés aux inégalités de genre, par exemple. En gros, je sors une vidéo par semaine, soit un grand entretien avec des experts, des expertes, des climatologues ou autres, pour vraiment essayer de parler des questions écologiques à travers plein de prismes différents. Donc ça peut être à travers la philosophie, à travers la fiction, à travers justement les problématiques alimentaires ou autres. Et après, sinon, je fais des vidéos de décryptage qui durent une quinzaine de minutes, pareil sur des thématiques ou souvent aussi pour décrypter la politique du gouvernement.
La raison pour laquelle j'ai voulu devenir journaliste, c'était pour créer des prises de conscience et pour donner envie d'agir. C'est un peu ce que j'essaie de continuer à faire avec Blast. Avant, je le faisais à travers du reportage. Maintenant, je le fais à travers les formats Blast et parfois du reportage avec Blast. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'avec nos bulles de filtre sur les réseaux sociaux, on a tendance à de plus en plus avoir des visions du monde très différentes en fonction justement des personnes qu'on suit et puis aussi de nos cercles sociaux. Et donc, tout ça nous empêche de nous entendre parce qu'on ne se base pas sur les mêmes données pour réfléchir. Alors qu'en réalité, il y a des faits, c'est ce qu'on essaie de reporter en tant que journaliste. L'un des faits, par exemple, c'est l'urgence absolue de la situation sur justement les questions écologiques. Et en réalité, en fonction des médias qu'on regarde ou en fonction des cercles dans lesquels on n'a pas du tout la même perception de cette urgence. Et si on n'a pas une perception en fait de la gravité de la situation, eh bien on ne va pas agir de la même manière, on ne va pas vivre notre vie de la même manière. Et on ne réagit pas de la même manière si je vous dis il y a une allumette qui va peut-être un peu brûler le parquet là, bon vous allez rester assis. Si je vous dis il y a un énorme feu dans les loges, vous allez tous courir. Donc c'est exactement la même chose sur l'information, et aussi parce qu'en fait je pense que on utilise justement cette désinformation parfois qu'il peut y avoir sur les questions écologiques, ou en tout cas cette mauvaise information, je pense qu'on en reviendra, pour créer des clans, pour créer en fait des divisions dans la société qui sont de plus en plus fortes, qui sont extrêmement graves. On criminalise de plus en plus les militants écologistes, on a de plus en plus de climato-sceptiques en France, c'est terrible, mais il y a vraiment un retour du climato-scepticisme. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 37% de Français qui sont climato-sceptiques, dont 29% qui considèrent que le changement climatique n'est pas d'origine humaine. Donc qu'il n'y a pas de responsabilité. Et juste pour prendre un dernier petit exemple, parce que ça me semble important, typiquement sur l'A69, pour montrer à quel point l'information est importante, il n'y a pas longtemps, je discutais avec ma grand-mère, dont je suis très proche, qui est une femme absolument merveilleuse, et je lui racontais ce que j'avais vécu ces derniers jours en étant avec Thomas Braille, qui était en grève de la faim à Paris et qui avait commencé sa grève de la soif. Et elle me disait, mais moi, je trouve ça hyper exagéré, ce qu'il fait, je suis vraiment contre. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi ? Elle me dit, ils veulent juste agrandir la route existante, donc je vois pas pourquoi il met en grève de la faim et de la soif pour ça. Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, pas du tout, ils veulent construire une autoroute à côté d'une route qui existe déjà, et il y a 1500 scientifiques qui expliquent que ça fait partie des projets auxquels il faut renoncer. Donc c'est juste un exemple personnel pour dire que justement, on va pas percevoir les choses de la même manière en fonction du fait qu'on soit bien informé ou pas, et moi, j'essaie autant que je peux d'informer le mieux possible, et aussi de donner des clés pour agir, pour aller plus loin, et toujours se former et s'émanciper aussi, parce que je pense que l'information est émancipatrice. Ouais, il fonctionne. Pour 9h30, elle est en forme quand même. Merci Paloma, c'était super. Moi, comment me présenter simplement ? Moi, disons que je suis un artiste, au-delà de l'humour, parce que je suis vraiment un artiste, j'évolue dans plusieurs formes d'art. J'ai commencé par le dessin, ensuite j'ai fait de la poésie, de l'architecture, de la musique et de la comédie également. Bon, il se trouve qu'on a lancé effectivement cette chaîne Amis des Lobbies en 2019. Donc Amis des Lobbies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne qui est engagée sur les questions du vivant et de l'écologie même en général. On a vraiment deux axes, l'écologie et la cause animale, même s'ils sont étroitement liés. Donc c'est une série, effectivement, comme elle a dit tout à l'heure, humoristique. On fait de l'humour noir, c'est du second degré. Donc on dit l'inverse du message qu'on veut faire passer. Donc on met en scène un lobbyiste qui représente un petit peu tous les lobbies qui défendent les intérêts des industriels qui massacrent le vivant. Donc ça peut être la chasse, les pesticides, la corrida, le tabac, le pétrole, etc. Chaque vidéo est indépendante, donc traite d'un sujet en particulier. Et à côté de lui, il y a une scientifique, donc ça a inspiré un petit peu du format de l'émission C'est pas sorcier. On est trois dans l'équipe, donc Jérémy, le réalisateur, Laura et moi, on est les deux comédiens. Et à côté, donc, c'est Laura, ma partenaire de jeu, qui joue une scientifique qui va illustrer un petit peu les propos du lobbyiste avec des données scientifiques et des chiffres à l'appui. Bon, leur rapport a un petit peu évolué avec le temps. Au départ, ils étaient très complices, très contents de massacrer le vivant ensemble. Et au fil du temps, elle est de plus en plus gênée d'annoncer certains chiffres, ce qui la met un petit peu mal à l'aise. Donc elle contredit vachement le lobbyiste, ce qui l'énerve, elle lui casse complètement son argumentation. Et voilà, donc leur rapport a un petit peu évolué.
Et donc dans la série, on va prendre un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas moi, par exemple le massacre des dauphins, par exemple, dans le golfe de Gascogne, qui est une situation assez dramatique puisque le nombre de décès est supérieur à celui des naissances. Sea Shepherd mène des missions là-bas tous les ans sur un bateau qui est le Sam Simon. Il nous avait invités justement à passer 4 jours pour réaliser une vidéo, donc on a passé 4 jours exceptionnels sur leur bateau. Donc on va prendre un sujet comme ça qui n'est pas très connu spécialement du grand public. On va l'exposer de façon simple, en le vulgarisant, en le simplifiant au maximum, en le rendant très accessible. Et on va montrer aussi qu'il y a des solutions et des décisions politiques qui doivent être prises, puisque évidemment qu'il faut absolument réformer nos modèles de pêche intensive qui sont responsables en grande partie du fait qu'on est en train de vider les océans. Et voilà, et donc on va le faire avec humour. L'humour, ça nous permet d'adoucir un petit peu le message ou l'information, parce qu'on se prend des informations qui sont assez violentes, assez angoissantes, et donc l'humour crée un espèce d'équilibre. On se prend un truc qui est dur à encaisser, derrière normalement on rigole si tout se passe bien, ça fait pas rire tout le monde hein, bien évidemment, mais si tout se passe bien on rigole avec un sketch, un gag, une façon de dire le texte ou une mimique, enfin il y a plusieurs ressorts humoristiques et ça fait que le message passe un petit peu mieux, mais c'est pas la meilleure façon. Nous c'est une façon, c'est un langage qui nous parle, l'humour, mais on fait pas que ça dans l'art, on fait aussi du dramatique, mais on a trouvé que sur cette série effectivement l'humour était pertinent, ou en tout cas avait sa place, et c'est vrai que ça peut toucher une autre partie du public. Moi j'ai des gens qui m'ont interpellé dans la rue en me disant l'écologie, ça m'intéresse pas du tout, mais j'adore Amis des lobbies, ça me fait rire. Donc là, on est vraiment très content parce qu'on se dit qu'au moins la personne a eu l'information alors qu'elle s'y serait pas intéressée sinon. Voilà. Et sinon, c'est qu'on n'a pas réussi. Bon voilà, moi j'étais aussi en forme, hein, vous avez vu, comme Paloma. Très en forme. Ça me lance un petit peu sur ma deuxième question. Tu parlais de bulles de filtre, Paloma, et toi, Adi, donc de toucher des gens qui ne sont pas forcément des gens convaincus. Et moi, j'avais la question, en fait, quelle est la réelle cible de vos contenus, puisque vous êtes tous les trois présents sur YouTube. Est-ce que vous vous adressez plutôt à un cercle d'adeptes qui sont déjà convaincus et qui vont aller donc être en fait aussi des relais d'information, qui vont aller convaincre leur cercle social, ou alors est-ce que vous parlez à des personnes qui sont totalement opposées à votre positionnement, notamment des climato-sceptiques, que vous cherchez donc à convaincre? Je peux répondre en premier. Alors déjà, Blast, on a une chaîne YouTube qui est vraiment là où on a le gros on fait le gros de notre audience en quelque sorte, mais on a aussi un site internet sur lequel on met nos vidéos sur PeerTube. Voilà, je tiens à le dire. PeerTube, c'est une sorte de YouTube, mais en logiciel libre. Donc c'est important, mais bon, c'est vrai que pour le moment, si on veut toucher un maximum de personnes, il vaut mieux mettre ses vidéos sur YouTube que sur PeerTube. Mais ça va peut-être bientôt changer. En fait, moi, je considère que ma cible, elle est universelle. Je ne fais pas une vidéo en me disant « je vais parler à telle personne ». Ça n'aurait aucun sens. Et surtout, je ne fais pas des vidéos pour parler aux convaincus. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui sont engagés sur les questions écologiques, et d'ailleurs, les engagements sont quand même très, très variés, hein, parce que voilà, y a des gens qui vont être dans des associations, qui vont faire des actions de désobéissance civile, et d'autres personnes qui font des choses dans leur quotidien. Enfin, c'est très, très large, le spectre de l'engagement, en quelque sorte, ne sont pas forcément les personnes qui sont extrêmement renseignées. Il y a une différence en fait entre le fait d'être conscient de l'urgence et avoir envie d'agir et le fait de comprendre la complexité des problématiques, d'être capable de répondre en fait aux arguments qu'on peut entendre de personnes qui veulent garder le statu quo. Ça n'a rien à voir. Et donc en fait moi mon but aussi c'est d'essayer de donner un maximum d'arguments à ces personnes pour des discussions, pour justement créer des discussions qui vont être constructives avec d'autres. Et ça va être d'essayer de former un maximum de personnes. Moi, je conçois vraiment mes vidéos et mes contenus comme ça, comme une sorte de formation en accéléré sur toutes ces questions. Alors, en accéléré, pas tant que ça, parce que bon, il y a quand même beaucoup de vidéos. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'on peut, en fait, que la question de l'urgence écologique, c'est des nouvelles lunettes à poser sur le monde, et qu'à partir du moment où on a posé ces nouvelles lunettes, on peut voir tout différemment. Et donc, en fait, de parler aussi de la littérature, de questions féministes, de questions démocratiques, enfin, d'aller toucher à tout ça. Après, il y a quand même une chose qu'il faut prendre en considération, c'est convaincre les climato-sceptiques. Voilà, alors moi j'ai la chance d'être en interaction permanente avec eux.
Donc, il m'envoie des doux messages sur Twitter. Il commente à peu près toutes mes vidéos avec des graphismes pour m'expliquer que je n'ai rien compris décidément et qu'il faut absolument que je voie cette vidéo YouTube d'un monsieur qui explique qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il m'envoie des mails via la boîte mail de Blast. Enfin bon, je les... Voilà. En fait, il y a un moment, il ne faut pas non plus dépenser trop d'énergie à convaincre des personnes qui n'ont pas envie de l'être, je pense. Et même si c'est important de continuer à débunker leurs arguments, parce que malheureusement, ils touchent aussi de plus en plus de personnes, parce que plus on a peur de la situation, plus on a envie de se dire, en fait, c'est pas de notre faute, c'est pas lié à notre modèle de société, c'est pas lié aux activités humaines, c'est juste la nature qui est devenue folle, et espérons que, elle retrouve la raison bientôt. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans les études d'opinion. Et donc là, c'est important aussi, évidemment, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui se fassent pas embarquer, mais d'aller directement convaincre des climato-sceptiques. Bonne chance. Merci beaucoup. J'ai une question. Ah oui, pardon, peut-être que vous vouliez aussi répondre. Allez, pourquoi pas. Je pense qu'il y a une difficulté supplémentaire dans la vulgarisation, c'est que les gens qui cliquent sur la vidéo, parce que pour la voir, il faut d'abord cliquer, ce sont les gens qui sont déjà un petit peu intéressés par le sujet. Si vous n'êtes pas du tout intéressé par le basket et qu'il y a le basket expliqué simplement, si vous en foutez, vous n'allez pas cliquer. Donc là, c'est un peu plus difficile. D'autant plus qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est que maintenant, pour une bonne partie des gens, en fait, ils se disent « c'est bon, on entend toujours parler d'environnement à la radio, etc. » Bon, même s'ils n'ont pas... On aimerait que ce soit plus, ils se disent « c'est bon, on a compris, ils font chier les écolos, c'est bon, c'est la même chanson toujours, on a compris. » Et j'ai envie de faire une petite expérience sociale avec vous, parce que je compare un petit peu ça à la Macarena. La Macarena, tout le monde la connaît, on est d'accord. J'aimerais bien que vous leviez si vous connaissez la chanson La Macarena. On va faire une petite expérience. Parce que ça s'appelle « Informer pour embarquer ». Donc déjà, on va voir si vous êtes informé sur la Macarena. Bon, tout le monde connaît la Macarena, très bien, super. Vous connaissez pas la Macarena? Non. Ah, ok, bah alors qu'est-ce que vous faites? Très bien. Alors, si vous connaissez la Macarena, vous connaissez sûrement les artistes. Donc, je vais vous demander, vous avez le droit de rester debout uniquement si vous connaissez les artistes. Si vous ne connaissez pas les artistes, je suis désolé. Ah, intéressant. Intéressant. Juste un petit test. Qui sont les artistes? Ah, c'est Los del Rio. Alors, si vous aviez la mauvaise réponse, vous pouvez... Oui, il y en a aussi. Ok. Et ensuite, donc ça, c'était juste être informé. Mais maintenant, embarquer. Donc, il y a passer à l'action. Oui. Non. Il n'y a plus personne. Ah, si. Ouais, ok. Passer à l'action, donc, qui serait d'accord pour venir sur scène et chanter la chanson? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Je me rassure parce que je ne vais pas chanter, mais c'est juste pour dire, voilà, il y a des choses qu'on croit connaître par cœur, et en fait, juste en deux petites étapes, est-ce qu'on est vraiment informé? Pas tellement. Est-ce qu'on a envie de passer à l'action? Pas tellement non plus. Et là, il y a les plus gros sondages, j'ai fait une vidéo sur les plus gros sondages mondiaux sur le climat. Déjà, rien que sur le climato-scepticisme, on a vu, c'est à peu près 1 personne sur 3 dans le monde qui est climato-sceptique. Donc on se dit, ah c'est bon, on a compris, tout le monde est informé. En fait, non. Et ensuite, sur le passage à l'action, bon là, il y a pas mal de sondages différents, mais en gros, c'est 2 personnes sur 3 qui ne veulent pas du tout passer à l'action. Donc c'est toute la difficulté de la vulgarisation. Les gens ne cliquent pas forcément. Attends, juste, pardon, comment tu définis passage à l'action? Passage à l'action, en fait, il y a eu un sondage où on a dit, voici plein de mesures qu'il faudrait faire. Là, c'est plutôt sur ce sondage-là individuel. Là, on est sur les ordres de grandeur. Et donc là, on a vu qu'il y a 2 personnes sur 3 qui sont non, on est réticent à tout changement, on ne veut pas faire ça. C'est de la vulgarisation, c'est à peu près 2 personnes sur 3 qui ne veulent pas du tout faire ça. Ensuite, il y a le passage à l'action avec les bons ordres de grandeur, etc. Il y aurait trop de sous-étapes, mais voilà. 2 étapes à retenir, être informé et embarqué, ici. En fait, on voit que pas beaucoup de gens sont vraiment informés. En plus, avec les bulles, ça rend les choses difficiles. Et ensuite, le passage à l'action, il est encore plus difficile. Merci beaucoup. Adi, tu veux répondre aussi? Non, juste une petite question. Qui sait danser la samba? Super. J'ai une question qui est quelque part assez logique autour de cette thématique. C'est aujourd'hui, quelle est la place de l'urgence environnementale dans le système d'information? Paloma, en 2020, tu disais lors d'une table ronde à Dijon que la part dédiée au climat, tout sujet confondu, était de 1%. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis 2020? Est-ce qu'il y a un changement notable? Tu es allé exhumer une table ronde de Dijon en 2000. Très bien. J'ai
Alors non, juste pour revenir un petit peu sur ce que je disais avant, mais très rapidement, en fait, je pense que c'est important pour, sur une note un tout petit peu plus positive, de dire qu'il y a quand même une audience sur ces questions qui devient de plus en plus importante. Moi, je sais qu'avec Blast, on ne touche pas du tout que des convaincus. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'écrivent des messages en me disant, en gros, j'ai compris l'urgence avec toi, avec tes vidéos, et maintenant je les regarde tout le temps. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire j'ai commencé à faire de la désobéissance civile après avoir regardé tes vidéos, ou j'ai commencé à m'engager dans telle association, etc. Et c'est des gens qui débarquaient totalement sur ces questions. Donc je pense qu'il est toujours possible de toucher de plus en plus de personnes, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui se disent ok, nos conditions de vie sont en train de fondamentalement changer, j'aimerais bien comprendre pourquoi et comment est-ce que moi je peux prendre part à construire une autre société en quelque sorte. Et ça, je pense que c'est quand même vraiment un désir qui est de plus en plus important. Je le dis parce que j'ai été un peu sombre sur le climato-scepticisme. C'est ça le problème, hein, c'est que toutes les positions deviennent de plus en plus fortes en quelque sorte, et on ne sait pas trop comment s'organiser par rapport à tout ça. Les médias sont représentatifs de tout ça d'une certaine manière. Alors 1%, je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Il me semble que c'était au moment de la sortie du deuxième volet du 6e rapport du GIEC. Pendant la campagne présidentielle, on sait qu'au mieux, les sujets climatiques, et je dis bien climatiques, hein, donc pas écologiques, c'est pas biodiversité ou aux limites planétaires ou autres, donc que climatiques, ont occupé au mieux 5% du temps médiatique pendant la présidentielle. Donc c'était il y a un an, même un peu moins d'un an. Non, c'était un an en fait, pardon. Donc on voit, et en fait la question c'est pas que la part de l'information qui est dédiée à ce sujet, mais c'est aussi comment est-ce qu'on en parle. Il y a quand même des choses qui bougent, c'est-à-dire que nous il y a un an justement, avec un collectif, on a sorti une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, et en fait dans la foulée il y a eu plusieurs médias, donc des grands groupes comme Radio France qui a annoncé un grand tournant environnemental, donc une formation de tous leurs journalistes, et vraiment le fait d'essayer de traiter les questions écologiques de façon transversale, donc de ne pas se dire c'est une simple rubrique et donc quand on interviewe des politiques on ne leur parle pas d'écologie, quand on parle de sujets de société on ne parle pas d'écologie, mais vraiment de dire que ça va venir irriguer tous les sujets. Ils commencent à le faire de plus en plus. Il y a même le groupe Altis, donc RMC, BFM, qui a fait leur propre charte. Elle est sortie il y a même pas quelques semaines là, qui est plutôt ambitieuse, on va voir s'ils la suivent. Donc il y a des choses qui commencent à bouger, et il n'y a jamais eu autant de formation en gros des journalistes dans les médias. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne continue pas à avoir des images d'enfants qui jouent dans des fontaines quand on parle de canicule qui tuent des dizaines de milliers de personnes en Europe. Ça, c'est sûr que c'est plus possible, mais malheureusement, ça existe encore. Et j'ai encore vu il n'y a pas longtemps, hier, moi j'étais à Paris, il faisait 28 degrés, on était le 10 octobre, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, c'est super sympa et tout ». Oui, très bien, c'est super sympa, mais en fait, un mois d'octobre à 28 degrés, ça veut dire des étés à 45 ou à 50 en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le problème, c'est qu'on a encore, et ça là, vraiment, c'est les chaînes d'information en continu et les télés qui vont traiter ça de manière super légère, en allant voir les gens à la plage qui disent « Ah ouais, non mais c'est sympa, nous on s'est fait un petit week-end à la plage avec les enfants, là, voilà, on est bien au soleil, on va aller se manger une glace, c'est l'été indien, etc. » Ça, c'est problématique s'il n'y a pas une remise en perspective de qu'est-ce que ça veut dire. Surtout que, voilà, en France, on reste quand même encore assez protégé. Mais je rappelle qu'il y a des endroits dans le monde où, en fait, la chaleur est mortelle à cause du taux d'humidité dans l'air. Et là, les derniers rapports montrent qu'en fait, à partir de maintenant, chaque fraction de degrés supplémentaire, donc on est à 1,2 à peu près, si on passe à 1,3, c'est 140 millions de personnes qui sont exposées à des chaleurs potentiellement mortelles. 1,4, 140 millions de personnes en plus, etc., etc., pour aller jusqu'à en fait 2 milliards de personnes qui seraient exposées à des chaleurs potentiellement mortelles d'ici à la fin du siècle si on continue comme ça. Donc c'est dans ça qu'il faut le réancrer, et on ne le voit pas toujours. Merci. Vous voulez répondre à cette question ou non? Je peux poser la suivante. Très bien. Très bien. Dans toutes ces informations qui peuvent être un peu anxiogènes, moi je me demandais comment, avec votre ton à vous, bien équilibrer médiatiquement donc les sentiments assez négatifs et assez anxiogènes provoqués par la situation et les émotions optimistes et joyeuses de la construction du nouveau monde, qui est un aspect, nous, qu'on a vraiment envie de mettre en avant, qu'on a envie d'être ensemble dans un collectif optimiste. Mais c'est vrai que la réalité des faits, elle reste assez triste, assez dure à entendre. Donc voilà, comment bien équilibrer tout ça?
Bah moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'humour, ça aide vachement à équilibrer tout ça. Nous, quand on produit nos vidéos, on passe des bons moments, même si on traite de sujets qui sont pas faciles. On rit beaucoup et en même temps, on est sérieux aussi, bien évidemment. C'est un mélange des deux et ça se voit dans les vidéos. Et je pense que ça se ressent aussi auprès du public. C'est marrant, juste par rapport à la question de tout à l'heure, on se disait comment embarquer des gens qui ne sont pas spécialement touchés par ces thématiques-là. Moi, j'ai joué dans un long métrage, c'était mon premier là, qu'on a tourné il y a 2 ans et qui est sorti là cet été sur la plateforme Disney+, et qui s'appelle Une zone à défendre. Et le film, il est... Oui. François Civil. Elle m'a pas reconnu, ça c'est un vrai compliment. Ça veut dire que j'étais vraiment un personnage, c'est vraiment le but d'un acteur. Voilà. Ça, quand on me dit je te reconnais pas, moi c'est le plus beau compliment, vraiment. J'adore. Parce qu'en plus on se connaît bien avec Polo. On a fait plusieurs tables rondes. Elle m'a pas reconnu dans le film. Ah, c'était moi. Bon, en même temps j'ai un petit personnage, hein. J'étais pas le personnage principal. Et en tout cas, ce qui est intelligent, je trouve, dans le film, parce que moi j'ai passé le casting, c'était pour jouer un zadiste, donc j'étais très content d'interpréter un zadiste, puisque j'interprète un lobbyiste qui est contre les zadistes dans la série Amis des lobbies. Donc j'étais très content que ça se rapproche un petit peu plus de ce que je pense. Et donc j'ai passé le casting, ça s'est bien passé. On n'a jamais le scénario au moment du casting, on l'a eu après, une fois qu'on est pris, quoi. Et quand j'ai lu le film, je l'ai trouvé intelligent pour ça. Bon, il a été critiqué par une partie des gens qui sont très convaincus et qui auraient voulu un film très engagé sur les revendications de la ZAD. Mais moi, au contraire, je l'ai trouvé très intelligent, puisque ce film, il faut savoir, c'est pas Disney+ qui a initié le projet, c'est pas eux non plus qui l'ont produit. Ce sont les seuls qui ont accepté de le distribuer. Pourtant, le réalisateur, c'est son 4e film. Il a François Civil en tête d'affiche avec Lina Coudry, donc ils sont un acteur et une actrice qui sont très en vogue. Et les cinémas n'ont pas accepté de le distribuer. Donc Disney+, c'est les seuls qui ont répondu présent. Ils sont uniquement distributeurs. Et c'est vrai que ce film est intelligent parce qu'il prend en toile de fond la ZAD, donc, et ses revendications. Et il met ça dans un film qui mélange 2 genres qui sont très prisés du grand public. Donc le film policier, puisque c'est l'histoire d'un flic qui est infiltré dans la ZAD, et le film romantique, puisque c'est l'histoire d'un flic et d'une zadiste, une histoire d'amour impossible. Donc voilà, c'est vrai que pour toucher des gens qui ne sont pas spécialement sensibles à ces thématiques, c'est une façon intelligente de le faire. Et le réalisateur est très sincère, parce que je l'ai rencontré, on a beaucoup discuté. C'est quelqu'un qui a passé énormément de temps dans les ZAD, qui avait participé à un documentaire sur la ZAD. Et aujourd'hui, bon, de toute façon, pour tous les films, on trouvera toujours des critiques qui s'amusent à démonter le film. C'est comme ça, hein, c'est le jeu aussi. Hein. Mais donc voilà, je trouve que c'était une façon intelligente justement de toucher des gens qui ne sont pas sensibles à ça. Très bien, merci. Tu veux répondre, Anatole ? Non, c'est bon. Ok, pourquoi tu veux pas répondre ? Moi, c'est bon. Moi, je préfère ne pas parler. Je suis venue sur scène, mais j'ai fait mon Macarena, c'est bon, j'ai tout donné là. C'était magique. Ah, j'ai trop hâte. Ouais, pour répondre sur l'équilibre à trouver, en fait, c'est vrai que, et je l'ai dit récemment dans une vidéo parce que ça me soulageait, à un moment, j'ai dit à la fin de ma vidéo, vous savez, ça n'amuse pas les scientifiques en fait d'alerter de cette manière-là. Ils aimeraient que leurs prédictions ne se réalisent pas une à une sous leurs yeux impuissants. Et je leur disais, et je disais aux gens, mais moi, ça m'amuse pas non plus en fait d'être dans une forme de culpabilité en permanence, de me dire que je vais créer de l'anxiété, de l'angoisse chez vous, ou potentiellement de la colère, enfin bon, plein de sentiments mélangés. La question aujourd'hui, c'est aussi qu'il faut être lucide par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que parfois, on va dire oui, mais les médias ou autres vont dire, ou les gens d'ailleurs, oui, mais les médias sont trop anxiogènes sur l'écologie. Quand il y a une guerre, on ne se pose pas les mêmes questions. Enfin, on parle des faits. Au moment de la guerre en Ukraine, on ne disait pas ne parlez pas de la guerre en Ukraine, c'est trop anxiogène. Et on le voit d'ailleurs avec l'actualité tragique aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien. Personne ne se pose la question d'omettre des faits pour ne pas faire peur. On dit la vérité. Eh bien, c'est ce que demandent les scientifiques aujourd'hui. Et je pense que c'est hyper important à la fois d'être lucide, mais de ne pas dire aux gens, voilà, bon, nos conditions de vie sont en train de totalement se dégrader. Bon, allez, salut, débrouillez-vous avec ça. Et c'est pour ça que moi, j'essaie au maximum d'interviewer des personnes qui, en fait, essaient de chacune à leur manière d'imaginer une autre société. Et comment est-ce qu'on pourrait basculer pour aller vraiment vers une société qui soit beaucoup plus respectueuse du vivant, sous toutes ses formes, donc aussi des humains,
et qui soit désirable aussi. Et c'est une question que je pose en permanence, enfin très souvent à la fin de mes entretiens, c'est d'accord, vous m'avez décrit une solution pour s'adapter à l'urgence écologique ou pour faire face aux sécheresses, au manque d'eau, pour changer totalement notre système économique. Très bien, à quoi ressemblerait notre société si justement les politiques prenaient à bras-le-corps cette solution-là? Et souvent, c'est un peu décevant. Parce que il y a beaucoup de personnes qui en fait pensent des solutions, mais n'arrivent pas à imaginer qu'elles pourraient gagner. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer, plutôt que d'être dans quelque chose où on va dire oui mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et de même pas imaginer qu'en fait un jour ça puisse réellement arriver, de commencer à vraiment se projeter en disant ça ressemble à quoi en fait un monde dans lequel on n'a plus peur, en tout cas plus autant peur de l'avenir, un monde dans lequel on a réussi en fait à peu près limiter les impacts du réchauffement climatique, puisque de toute façon on vivra avec, et voilà. Et donc j'essaie toujours de trouver un peu un équilibre entre les deux, de parler de ces solutions-là, ça me semble hyper important, et aussi à chaque fois sous mes vidéos je mets toujours des liens pour aller plus loin, pour creuser le sujet, mais aussi des liens pour agir. Donc je vais mettre des liens vers, par exemple, des luttes locales, s'il y a des personnes qui ont envie de s'engager sur leur territoire, vers des associations pour les aider financièrement, et pour avoir en tout cas un premier pas, mettre le pied à l'étrier, et puis après, voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. J'ai également une question sur votre posture de vulgarisateur, vulgarisatrice, avec une certaine notoriété. Comment on fait pour garder le moral dans ces moments-là? Comment on fait quand on est exposé, quand on reçoit beaucoup de messages également? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est une épreuve tous les jours de devoir aussi avoir un certain sang-froid? Comment ça se passe personnellement à ce niveau-là pour vous? Alors moi, j'en reçois un petit peu moins que les autres, donc je vais peut-être commencer. Après vous, ça sera peut-être un peu plus violent, j'imagine. Mais en fait, je reçois assez peu de messages violents. J'ai une chance, on va dire. Mais j'en ai conscience. Je suis hyper neutre dans mes vidéos. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je change. Peut-être mettre un peu plus d'humour, un peu plus d'interaction, des choses comme ça. Mais parfois, il y a des commentaires climato-sceptiques, ça me fait absolument rien. Parfois, il y a des commentaires qui critiquent, mais avec une critique très constructive. Et là, je me dis, ah ouais, merde, j'aurais pu faire ça, mais la vidéo, on ne peut pas la modifier. Bon, pour la prochaine fois, je changerai. Donc, c'est aussi difficile, je trouve, là, ça fait 3 ans que la chaîne existe, de toujours aller chercher des nouveaux rapports, des nouvelles informations, et essayer de vulgariser ça, mais en étant plutôt neutre et pas « Ok, il faut que je vous raconte le nouveau rapport, c'est horrible ». Donc, c'est une difficulté supplémentaire. C'est pour ça que parfois, j'ai envie de faire des sujets qui sont non environnementaux pour revenir ensuite avec plus de motivation. Oui, nous, avec la série, c'est vrai qu'au départ, quand ça a commencé à fonctionner, on a eu de la chance, ça a fonctionné dès le premier épisode, Amis des lobbies. Le premier épisode, c'était la déforestation. Ça a été, on n'a pas eu vraiment de messages violents. Notre deuxième épisode, c'était sur les pesticides, qui est un sujet très polémique. Bon, on le voit en ce moment avec le glyphosate. Et là, on a commencé à se prendre effectivement des commentaires un petit peu violents et durs. C'est vrai, quand on n'a pas l'habitude et qu'il y en a beaucoup, au départ, ça touche forcément. Enfin, quand on est un petit peu sensible, ça touche. Et puis après, avec le temps, on se blinde un petit peu. Et sur notre troisième vidéo, donc sur la chasse, là, on a reçu des commentaires très violents et même des menaces de mort. Parce que les chasseurs, ils ont un fusil, en fait, dans leur placard. Donc quand c'est un mec qui a un fusil qui te menace de mort, tu prends un petit peu au sérieux le truc. J'avais reçu un message privé qui était hallucinant d'un mec, donc j'avais été regarder juste son profil, et le mec était très courtois, il m'insultait pas, il n'était pas méchant, mais il m'expliquait très gentiment que je disais de la merde, tout simplement. Et ce gentil monsieur me donnait rendez-vous pour m'expliquer en live. Donc je crois qu'il voulait qu'on aille boire un café ou qu'on mange ensemble pour m'expliquer en live que je raconte des conneries et que j'efface sûrement, il voulait m'inciter à effacer mes vidéos sur YouTube. Il pensait qu'en un quart d'heure, sûrement, ce serait réglé. Bien évidemment, j'ai jamais été au rendez-vous parce que j'ai regardé ses photos et c'était un chasseur. Donc je sais pas, il peut mettre son fusil dans le coffre, me confondre avec un sanglier, parce que ça arrive, ils confondent des fois les êtres humains avec des sangliers. Donc voilà, j'ai évidemment pas été au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'avec le temps, bon, on se blinde un peu. Et puis les gens très violents, nous, comme on a des chaînes
avec un public, c'est vrai qu'on les a aussi un petit peu bannis de la page. On s'est dit, bon, c'est bon, ils existent, on est au courant, mais loin, pas avec nous, quoi. Voilà. À chaque fois, tu me donnais ton micro. J'en ai. C'est gentil. Je ne chasse pas. Non, c'est une question qui revient tout le temps. Elle est hyper compliquée. Moi, je sais qu'au début de Blast, je regardais les commentaires sous les vidéos YouTube. Maintenant, je le fais plus. Parce que j'ai appris ma leçon. En fait, en général, ce que je fais, c'est quand même, je regarde les premières heures pour voir comment la vidéo est reçue. Mais en fait, le problème de regarder des commentaires sur YouTube, c'est que c'est un peu, on joue à la roulette russe, quoi. On sait jamais sur quoi on va tomber. C'est-à-dire qu'on peut avoir 10 super vidéos, merci beaucoup, et puis espèce de grosse connasse écolo, sale pastèque. Alors, je l'ai expliqué récemment, hein, pastèque, ça veut dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Voilà, donc c'est des insultes qu'on peut avoir souvent. Donc maintenant, je regarde vraiment que dans les premières heures. Après, il y a aussi les messages sur Twitter, les messages privés qu'on peut recevoir. Et les commentaires sur Twitter. Twitter est en train de devenir un réseau social extrêmement violent. Ça arrive aussi de temps en temps sur Instagram, quand même. En physique, peut-être aussi Alors en physique, non. En physique, ça ne m'est jamais arrivé. Tous les gens qui viennent me voir dans la rue, c'est toujours hyper sympa. C'est pour me dire, c'est super ce que tu fais, merci beaucoup, j'adore Blast, je soutiens. Enfin, j'ai jamais encore, pour le moment, eu ça. J'espère que ça n'arrivera pas, mais peut-être que ça arrivera un jour. Mais en revanche, oui, sur Twitter, c'est violent parce que c'est des gens qui vont envoyer des menaces de mort en privé ou qui vont envoyer des messages un petit peu plus gentils, en quelque sorte, en me disant va bouffer du tofu avec Sandrine Rousseau. Je l'ai eu pour de vrai, celui-là. Et en fait, ce qui est hyper difficile dans ces moments-là, c'est que, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que les personnes qui sont haineuses, qui sont violentes sur les réseaux sociaux, etc. Et là, moi, je ne vous parle pas que je vous parle pas que d'anonymes, en quelque sorte. Je vous parle aussi d'éditorialistes, voilà, enfin, de personnes qui sont contre tout ce que je dis, parce que j'essaie de parler de justice sociale. Quand je parle d'urgence écologique, j'essaie de débunker aussi toutes les idées qui pensent que, par exemple, la technologie, elle seule, va nous sauver et tout. Et ça dérange beaucoup d'intérêt. Je me suis même fait attaquer par Total ou par l'extrême droite à certains moments, mais sur d'autres sujets. Donc je vois un peu les différents types de harcèlement, en quelque sorte, je commence à devenir experte. Et en fait, c'est encore plus violent quand c'est des personnes qui ont une influence, parce que, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un message hyper dénigrant. Ils ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent. Donc toutes les personnes qui sont d'accord avec eux et qui, pour eux, vous représentez le grand Satan, quoi, ils disent bah, super, je vais aller la harceler. Et donc là, pendant 2 jours, c'est l'enfer sur Terre. Parce qu'ils sont tous en train de commenter en disant des choses horribles. Enfin, je ne vais même pas vous faire le détail de tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ce sont souvent les plus violents qui parlent le plus fort. Et c'est toujours le cas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et ça m'arrive de temps en temps de partager ces messages-là, les commentaires un peu haineux que je peux recevoir, juste pour montrer ça et pour aussi appeler les gens à signaler ces messages de haine, à bloquer. Enfin voilà, on essaie de réagir au maximum. Et en fait, à chaque fois dans ces moments-là, je reçois des tonnes de messages de gens qui me disent « En fait, moi, je suis ton travail, j'adore ce que tu fais, je te soutiens, etc. Mais j'avais jamais pensé à t'envoyer un message pour te le dire, mais là, je vois que tu reçois de la haine, donc j'ai envie de compenser. » Et en fait, même dans les moments où je partage pas forcément des messages haineux, et moi, c'est ça qui me donne énormément de force et qui me redonne foi en l'humanité. Et là, il y a pas longtemps, même, on était avec Thomas Bray qui était en grève de la soif. J'ai dit, on est là, on est sur telle passerelle à Paris. Mais je sais pas, en même pas 1 heure, il y a des gens qui sont arrivés, qui habitaient à côté, qui disaient « Ok, alors vous voulez quoi ? On vous apporte des édredons. » Parce que le problème, c'est que quand il y a une grève de la faim et de la soif, on peut pas dire j'apporte un café, un croissant, quoi. » Donc du coup, les gens étaient un peu démunis, mais ils disaient « Bah non, moi je vais vous apporter un tapis de sol, je vais vous apporter quelque chose. » Et même si on était plusieurs dizaines, je ne vais pas vous dire qu'on était des centaines de milliers, mais il y avait quelque chose de super beau. Et dans tous ces moments où je reçois des messages de soutien, où on vit des moments de mobilisation, des moments collectifs très forts, autour de quelque chose qui paraît juste, tout simplement, et ben là, moi, ça me redonne foi en l'humanité et ça me redonne aussi beaucoup d'énergie, quoi. Super, merci beaucoup. Il nous reste 15 minutes, donc je pense qu'on peut passer au temps de questions du public, si vous avez des questions. Hélène, tu veux bien 5 minutes? On peut déborder un petit peu jusqu'à 30 parce qu'on a commencé un tout petit peu plus tard. Bonjour, merci pour votre témoignage à tous. Parmi toutes les vidéos que vous avez pu faire,
Est-ce qu'il y en a une qui vous touche particulièrement, ou même prenez la dernière que vous avez pu faire, et est-ce qu'il y a une action suite au sujet que vous avez pu creuser, que vous aimeriez nous partager pour qu'on puisse mettre quelque chose, nous, en place, sortir de votre table ronde avec une action qu'on pourrait faire. Ça peut être très concret ou même assez large, voire assez radical. C'est l'action que vous souhaiteriez. Ouais, moi, il y a une vidéo que je mettrai en avant, c'est une vidéo que j'ai faite sur l'impact de notre alimentation. Donc, toujours pareil, une méta-analyse scientifique, ok, je l'explique en 10 minutes. Et en fait, c'est l'impact de tous les aliments sur toutes les limites planétaires. Et j'ai essayé de faire ça en 10-15 minutes. Je suis content, j'ai réussi à aller dense, elle est très dense, mais je pense que c'est celle que je mettrai le plus en avant. C'est en format question-réponse avec pas mal de graphiques que je suis allé chercher. Donc c'est celle-ci que je mettrai en avant, voilà, chez Anatole, impact de l'alimentation. C'est hyper dur parce que récemment j'ai regardé, je crois que j'en suis à peu près à 150 vidéos. Donc d'en choisir une, c'est comme choisir entre tous ses enfants. Parce que pour certaines, ça a vraiment été un accouchement. Enfin, surtout quand je les écris. Bon, bref, c'est une mauvaise métaphore. Il y a une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, qui est en fait assez... vieille en quelque sorte parce qu'elle doit avoir 1 an et demi, 2 ans. C'est un entretien que j'avais fait avec une autrice qui s'appelle Corinne Morel-Darleux, qui a écrit un essai magnifique que je passe mon temps à recommander, qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, et qui est un très très beau livre justement pour faire face au sentiment d'impuissance, à l'anxiété, à la colère qu'on a lorsqu'on voit justement que notre monde est en train de s'effriter, de s'effondrer, et qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour changer ça, et que tout le monde aussi continue un petit peu à vivre comme si de rien n'était, on va pas se mentir. Et vraiment, c'est un entretien qui est très important sur justement toute la question de comment est-ce qu'on gère ça à un niveau individuel, comment est-ce qu'on se mobilise. Et s'il y a une action avec laquelle je pense que c'est important que vous repartiez, en tout cas, c'est une table ronde sur l'information, c'est vraiment de vous rendre compte qu'il faut aujourd'hui partager l'information. Nous, les médias indépendants comme Blast, on ne dépend que de vous, on ne dépend que de notre audience à la fois pour exister. Donc, si vous avez les moyens, ou si vous pouvez demander à vos parents de le faire, soutenez-nous financièrement, abonnez-vous. Voilà, vous pouvez donner. Y a pas de. En fait, vous pouvez choisir combien vous souhaitez donner par mois, donc vous êtes libre. Ça, c'est vraiment très très important parce que ça nous permet d'exister et ça nous permet d'être de plus en plus ambitieux aussi dans ce qu'on fait, c'est-à-dire, et notamment de mon côté par exemple, de faire plus de reportages parce que c'est beaucoup plus, ça coûte beaucoup plus d'argent d'aller sur le terrain, et aussi de partager les vidéos et même de faire des petites choses, et je le dis d'ailleurs pour nous trois parce que je pense que vous serez d'accord avec moi. Malheureusement, on en parlait ce matin au petit déjeuner, on dépend des GAFAM, on le sait. Maintenant, si on se met tous à mettre nos vidéos sur PeerTube ou à se les passer par clé USB, bon, ça va être plus compliqué de toucher beaucoup de gens. Donc pour le moment, on va dire, ok, on accepte de rester sur YouTube. Mais du coup, il faut aussi faire jouer ces algorithmes à notre avantage. Et donc, vraiment, s'il vous plaît, faites-le quand vous voyez des vidéos qui vous ont aidé, ou même des articles. Voilà, je ne vais pas prêcher que pour ma paroisse, mais mettez un petit pouce bleu. Voilà, c'est vraiment, c'est rien, ça prend 1 seconde, mais vraiment, ça aide l'algorithme. Et commentez, et même si c'est juste pour dire merci ou référencement, c'est mieux si vous mettez une phrase, mais c'est pas très grave. Et c'est vraiment, et de partager aussi autour de vous. Et si vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous pouvez aussi l'envoyer par mail à des gens en disant bon, bah voilà, moi j'aimerais trop avoir une discussion avec toi sur ce sujet. Est-ce que tu peux regarder cette vidéo et on en parle? Et créer des conversations aussi autour de vous, parce que c'est comme ça, je pense qu'on dépasse ce sentiment d'impuissance, c'est en s'informant, mais aussi en essayant de créer le plus de conversations possibles pour pouvoir aussi parler de à quel point c'est dur aussi parfois de se réveiller le matin et de commencer sa journée en sachant tout ça. Oui, alors moi, pour dire juste une vidéo, c'est un petit peu compliqué parce que toutes les vidéos, je pense, sont intéressantes, sinon on les aurait pas faites. C'est vrai que nous, on a eu de la chance d'être connus avec cette série, donc du coup, d'être contactés par des assos et des ONG pour faire des partenariats sur des actions concrètes. Donc pour nous, c'était le Graal, parce que c'est ce qu'on voulait depuis le départ, pouvoir prolonger notre expression artistique, on va dire, avec l'action concrète sur le terrain. Donc on a travaillé avec l'ASPAS, sur l'Association pour la protection des animaux sauvages, à 2 reprises,
sur la chasse au blaireau, qui est une pratique ignoble, qui est la torture d'un blaireau tout simplement, et la liste des espèces nuisibles aussi, on a travaillé avec eux, qui est une sorte de menu de chasse supplémentaire pour les chasseurs, parce que la chasse c'est de septembre à février, mais la liste des espèces nuisibles, on peut y aller toute l'année, donc ils sont très contents, ça leur fait de l'activité non-stop. Et on a travaillé aussi avec Sea Shepherd, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les prises accidentelles de dauphins dans les filets de pêche intensifs. On a travaillé également avec Greenpeace sur la précarité alimentaire. On a travaillé avec Pollinis sur l'extinction des insectes pollinisateurs et de la biodiversité en général. On a travaillé avec le CRAC sur la corrida. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, chaque vidéo va servir à une action du moment qui peut durer un petit peu dans le temps. Donc il y a des choses qui sont en suspens pour le moment. Par exemple, la corrida, la proposition de loi a été complètement massacrée par des amendements plus ridicules les uns que les autres. Donc ils ont été obligés de la reporter. Ça va revenir. Mais voilà, donc ce que je te conseille, c'est de suivre la chaîne, de regarder toutes les vidéos. Et un jour, il y a une vidéo qui va te pousser à l'action. Mais même si tu n'agis pas, déjà, comme le dit Paloma très bien, c'est vrai de partager ou même de faire circuler l'information, oui, par le partage ou même par voie orale à l'ancienne, hein, parce qu'un jour on va y revenir, hein, forcément, on en parlait ce matin. Mais voilà, c'est déjà très très bien. Et après, effectivement, ça revient à chacun de vouloir agir ou de participer à des actions ou de servir des gens qui font des actions concrètes, comme les assos et les ONG qui font un travail vraiment extraordinaire sur le terrain. Est-ce que oui, vous m'entendez. Déjà, merci beaucoup, c'était vraiment génial et merci pour votre énergie à tous les trois. Moi, j'ai une question. Pour informer, il faut d'abord s'informer soi-même. Donc maintenant, je pense qu'avec votre notoriété, etc., et j'imagine que vous faites beaucoup de tables rondes, de salons, comme aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez des tips pour des gens comme nous, pour s'informer, hormis vos chaînes, etc. Mais voilà. Et deuxième question, mais qui est en rapport avec la première, c'est que vous avez, j'imagine, des contacts avec des scientifiques, des climatologues, etc. Mais moi, si demain j'ai envie de discuter avec Jean Jouzel, est-ce que vous avez des tips pour, voilà, pour discuter avec des gens aussi passionnants qu'eux? Voilà, merci. Moi, à part mes vidéos, je te conseille celles de Paloma Moritz et d'Anatole Chouard, qui sont très intéressantes. Après, le reste, je ne connais pas. Ouais. Il y a énormément de médias, énormément. Il y a quelques médias qui font un bon travail sur les questions écologiques, notamment Le Monde. La rubrique Planète du Monde est vraiment excellente, avec le travail de Stéphane Foucard, d'Audrey Garrigue, de Rimé Barou, enfin bon, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment, c'est super ce qu'ils font. Après, il y a aussi des médias indépendants comme Vert.eco qui commencent à émerger et qui sont vraiment intéressants, qui ont une newsletter, etc. Moi, j'ai un peu une marotte médias indépendants, mais en même temps, ça me semble vraiment important avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mediapart aussi fait un très bon travail avec Jaline Gart, Michael Correa. Là, je vous parle de médias où il faut plutôt être abonné. Après, Le Monde, il y a des offres à 1 € par mois et tout. Enfin, c'est pas non plus si cher que ça, et je pense que c'est important de soutenir la presse. Et puis, en fait, en réalité, oui, moi, je mets toujours sous mes vidéos, en fait, des articles. Et en général, les médias qui reviennent, c'est un peu les médias que je considère comme plutôt bien là-dessus. Après, prendre un café avec Jean Jouzel, pas facile. C'est-à-dire que... Je pense que c'est plutôt la possibilité d'aller dans des endroits où il va donner des conférences et de discuter avec lui après. Après, de façon générale, pour soutenir les scientifiques, il y a quand même une initiative en France qui est née là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Scientifiques en rébellion. Moi, j'ai fait un entretien avec eux là, lundi, justement, pour expliquer pourquoi est-ce que les scientifiques aujourd'hui font de la désobéissance civile. C'est quand même un moment assez inédit dans l'histoire de l'humanité, quoi. On a des scientifiques qui s'accrochent avec des chaînes à des ponts pour qu'on arrête d'extraire des énergies fossiles du sol. Enfin, on en est là quand même. Et typiquement, en fait, vous pouvez aussi rentrer en contact avec eux, les soutenir aussi potentiellement. Mais donc, du coup, si vous voulez discuter avec des scientifiques, il y en a certains qui, je pense, seraient très heureux de discuter avec vous et ils viennent de disciplines très, très différentes. Peut-être une dernière question assez courte et après Anatole va conclure avec une autre expérience sociale. Je rajoute juste un tout petit site. Ça s'appelle Our World in Data. C'est que en anglais pour l'instant. C'est Notre monde en data.
pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument aller sur ce site. Ça permet de sortir vraiment de l'effet bulle, ok, on ne connaît que notre environnement proche. En fait, là, vous avez toutes les sources scientifiques, mais en des graphiques très très clairs ou en des cartes. Donc si vous voulez l'évolution de l'espérance de vie en Ouganda de 1900 jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez. Si vous voulez l'évolution de nos types d'énergie dans le monde en carte, avec une évolution, et c'est hyper bien fait, et c'est hyper fiable. Donc vous l'avez aussi, c'est ourworldindata.com, je pense. Paloma a une bonne idée, on va prendre 3 questions, vous allez les énoncer chacun votre tour et comme ça ils vont pouvoir répondre rapidement aux 3 questions en même temps. Alors moi j'avais une question un peu plus pragmatique. En fait en ce moment je suis en master de recherche en philosophie politique et je m'intéresse beaucoup à l'éthique de l'information. Du coup j'avais une question notamment à toi Paloma. Est-ce qu'en tant que journaliste tu aurais des pistes pour réussir à faire un travail éthique dans le sens où on voit bien que la communication politique en ce moment elle vient un petit peu polluer toute l'information et je voulais savoir ce que tu pensais du coup à ce niveau-là déontologique. Voilà. Bonjour Olivier de Brest, parce que si on est à Rennes, c'est le forum du Grand Ouest, hein, Hélène y attache de l'importance. On n'a pas parlé beaucoup des entreprises, et on a un trio de choc, enfin un quatuor de choc. Comment peut-on changer l'entreprise de l'intérieur? On a autant de possibilités de les faire évoluer. Donc là, ce comité de pilotage, qu'est-ce qu'il pourrait dire pour changer les organisations de l'intérieur et pour avoir une véritable influence et de véritables résultats, je pense. Merci. Merci, c'était passionnant. J'ai une question un peu différente sur l'information. Comment on peut imaginer un canal pour les gens très engagés comme moi qui sont surinformés depuis en fait plus de 20 ans et qui du coup ont tendance à couper l'information parce que c'est bon, je sais, et que je dois garder mon énergie pour des projets. Et en même temps, j'ai besoin et j'ai envie de savoir quand on a besoin de me mobiliser, par exemple pour la grève de la soif. Et je me dis, j'aimerais en fait un canal qui ne vient pas me surabonder en informations, parce que j'en ai déjà beaucoup, mais juste les trucs, je me dis, ah ouais, là il faut que je sois présente, là c'est un moment important pour telle loi, etc. etc. Et est-ce qu'il y aura un petit canal comme ça qu'on pourrait inventer et qui soit assez soft, en fait? Bon courage pour répondre aux 3 questions en même temps. J'y vais, je parle vite. Pour répondre à tes questions, c'est très compliqué l'éthique environnementale. Moi, je sais que comme je suis journaliste et que je couvre les questions écologiques et qu'on considère que de toute façon, ce sont des questions militantes et que c'est une cause. Donc voilà, c'est une cause qu'on pourrait se permettre de défendre ou non pour certaines personnes, alors qu'on vit tous sur la même planète jusqu'à preuve du contraire. À chaque fois, on me traite de militante, on me traite d'activiste, etc. Ce que je fais pour me défendre de ça et être inattaquable, c'est que je vérifie, survérifie, survérifie absolument toutes mes sources et tous mes chiffres. Tout ce que je dis, en fait, par exemple, même quand je vais, par exemple, en quelque sorte démonter et analyser les premières annonces de la planification écologique, je le fais à l'aide de rapports scientifiques, de rapports prospectifs, à l'aide de chiffres. Et donc, en fait, je sais que voilà, les gens qui vont venir m'attaquer, très bien, ils vont le faire quoi qu'il arrive. Mais moi, je sais que c'est inattaquable parce que c'est journalistique et c'est factuel. Je ne suis pas en train de dire « je pense que ». Je relais la parole d'experts, de spécialistes, etc. Et pour moi, ça, c'est vraiment la ligne sur laquelle je resterai toujours. C'est aussi, évidemment, de très souvent penser contre soi-même, d'accepter la complexité, donc de ne pas tomber aussi parfois dans des discours hyper simplificateurs qui laisseraient croire que, en fait, oui, bah, c'est hyper facile, par exemple, je sais pas, d'abandonner tel projet polluant, alors que parfois, en fait, c'est compliqué. Il y a plein de parties prenantes et en tant que journaliste, c'est important qu'on puisse dire aussi, voilà, que c'est plus compliqué que ça, que juste de dire, bon, on arrête tout. Je prends un exemple volontairement un peu compliqué, mais voilà. Sur la question des entreprises, il y a un livre qui s'appelle Reinventing Organizations, qui est hyper intéressant. Alors, je crois qu'il existe en français aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. Je crois que ça s'appelle Réinventer les organisations. Mais parce qu'à l'origine, il est anglais. Et après, moi, je pense qu'il y a vraiment un modèle qui est très, très important, très intéressant. C'est les licornes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est tout un mouvement d'entreprises coopératives qui, en fait, si on met toutes ces entreprises bout à bout, elles permettent de remplacer la plupart des grands services qu'on utilise au quotidien. Parce que c'est des banques,
banques éthiques, c'est des fournisseurs d'énergie, etc. Et à chaque fois, c'est des entreprises qui fonctionnent en coopérative, avec une démocratie maximale à l'intérieur de l'entreprise et avec un réel projet de société derrière, et aussi finalement une autre vision de ce qu'est l'entreprise, en disant nous, notre but n'est pas de faire du profit, mais c'est de répondre à des besoins, donc de revenir à l'organisation sociale des besoins et de notre satiété. Et donc ça, c'est l'idéal vers lequel tendre, mais je pense que c'est aussi très important de bouger ces entreprises de l'intérieur, donc de faire des formations et quand on sent que ça bloque trop, de ne pas s'épuiser non plus. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui sont très très malheureux dans un travail bien payé, dans une grande multinationale qui pollue, je suis désolée de le dire, ou dans des entreprises qui font n'importe quoi et qui continuent à nous envoyer dans le mur. Il faut essayer au maximum de les bouger de l'intérieur, mais il y a un moment, il faut essayer de dire ciao quand on peut le faire. Et il y a une élite économique aujourd'hui qui a une sorte de parachute, un peu de sécurité, qui pourrait le faire et qui ne le fait pas. Et c'est extrêmement grave. Et elle devrait commencer à être un peu plus courageuse. Et pour répondre à ta question, Sandrine, en fait, moi, ça fait hyper longtemps que j'en parle avec plein d'assos, etc., de faire un agenda des luttes, un truc d'actu des luttes, parce que vraiment, si on veut savoir comment se mobiliser sur des sujets, il faut y passer une demi-journée, parce qu'il y a trop de choses différentes. Je sais que c'est des choses qui sont en discussion, donc voilà, je vais essayer de continuer. Et merci de me le rappeler, je vais essayer de continuer à pousser pour ça. Je voulais juste ajouter un petit truc sur la question des entreprises. C'est intéressant parce que nous, c'est exactement le travail qu'on fait, c'est d'essayer de les changer. Donc on va prendre les arguments vraiment qui sont utilisés par les industriels et les entreprises, et on va les démonter, montrer qu'il y a des études. Et en fait, c'est une façon effectivement de les forcer en fait à changer. C'est ce que font aussi les assos. Par exemple, pour les pesticides, c'est marrant, les industriels de l'agrochimie nous expliquent que sans les pesticides, on ne pourrait pas nourrir la planète. Voilà, c'est leur grand argument. Et de dire qu'ils sont les gardiens de notre sécurité alimentaire. Et nous, dans la dernière vidéo qu'on a fait avec Poligny, ça va être très intéressant pour ça. Et il y a un procès, d'ailleurs, qui a été intenté, d'abord contre l'État. Paloma, tu dois être au courant, exactement comme il y a eu pour inaction climatique en 2021. Il y a un procès qui a été intenté pour faire reconnaître la responsabilité de l'État dans l'effondrement de la biodiversité. Et effectivement, on sait aujourd'hui, donc les études scientifiques le disent, que les pesticides en sont en grande partie responsables. Donc nous, on va expliquer que non, les vrais gardiens de notre sécurité alimentaire, ce sont plutôt les pollinisateurs qui, eux, sont en train d'être littéralement décimés par les pesticides, parce que sans les pollinisateurs, on dit au revoir à une grande partie de nos légumes, à certains fruits, donc on oublie la confiture, le café, le chocolat, le miel, et même certains produits laitiers, puisque les pollinisateurs contribuent aussi à renouveler nos prairies. On va bien expliquer que ce n'est pas source de vie, c'est plutôt la mort, parce que c'est la mort de la terre, des sols, des nappes phréatiques, des cours d'eau, de l'air, des insectes, et toute la faune aussi insectivore, donc les oiseaux. Et donc voilà, c'est déjà en les attaquant et en montrant que ce sont de contre-arguments, on va sensibiliser l'opinion publique, et donc on va avoir un bras de levier pour les forcer à changer. Donc c'est pas forcément de l'intérieur, ça peut être aussi de l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je suis désolée, on va être obligé d'arrêter parce que l'autre conférence commence dans même pas 10 minutes. Merci beaucoup d'avoir... Ah pardon, tu veux faire ton expérience ? Vous voulez une expérience ou pas ? Une dernière. Ok, alors on va la faire. Après, je promets, c'est pour conclure. C'est une expérience que je fais souvent à la fin de mes conférences. C'est une expérience de Denis Meadows, certains normalement connaissent, un grand chercheur en environnement des années 70, pour avoir un déclic. Je vous demande de ne rien avoir dans les mains, ok ? Et je vais jouer le jeu. Super. Faut rien avoir dans les mains. Ça va être très simple. Je vais dire 1, 2, 3, clap. Et quand je dis clap, tout le monde clap. Ok ? Donc tout le monde clap exactement en même temps. Comme ça, ils vont entendre un seul bruit. Ils vont venir regarder la conférence qui sera terminée malheureusement pour eux. Ok ? Donc je vais dire 1, 2, 3, clap. Quand je dis clap, tout le monde clap. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, clap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous sentiez qu'il y avait une douille, mais bon, il y en a quand même et ça s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit quelque chose qui allait se passer dans le futur, et puis j'ai fait autre chose. Et qu'est-ce qu'on suit ? Est-ce qu'on suit les paroles ou les gestes ? On suit les gestes. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, mais maintenant, le plus important, c'est de passer à l'action. Merci beaucoup. Et on restera... je sais pas, mais moi en tout cas, je resterai là s'il y a d'autres questions, bien sûr. Merci beaucoup.
Merci.